Et c'est parti pour la première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons le plaisir de retrouver en plateau Samy Char. Bonjour Samy Char. Bonjour Nicolas. Vous êtes chef économiste de Lombard Odier. Nous allons commenter effectivement cet environnement macroéconomique ensemble avec une journée particulière pour les marchés, puisque là, on n'a pas une annonce de banque centrale, mais 4 banquiers centraux qui s'expriment. Alors, qui s'expriment sur des décisions qui ont déjà été prises, mais qui vont donner peut-être quelques clés supplémentaires pour comprendre leur stratégie. On rappelle que la Fed a décidé de marquer une pause il y a 2 semaines dans sa stratégie de hausse des taux, ce qui n'est pas le cas de la BCE. La BOE a de son côté surpris par l'ampleur de la hausse qu'elle a réalisée. Bon, la BOJ s'annonce toujours accommodante pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une journée comme celle-là, comme clé de lecture supplémentaire pour les marchés financiers ? À peu près le même message, un message cohérent entre tous ces banquiers centraux, l'idée qu'on doit maintenir la pression. Et je crois, je ne veux pas faire trop de sémantique, mais il s'agit vraiment de ce message-là. Il faut maintenir la pression. Ce n'est plus nécessairement le moment d'augmenter la pression. Ça, c'était un peu l'histoire jusqu'à maintenant et l'histoire de 2022. Mais il s'agit de la maintenir. Et quand on la maintient, il faut bien sûr atteindre son taux terminal assez rapidement, mais bien sûr. Il faut aussi continuer de parler dur, parce que si on commence à dire qu'on a atteint son taux terminal et que tout va bien aller, évidemment que les marchés vont intégrer ça, les taux longs vont baisser, et donc on va assouplir les conditions financières, ce qui est l'inverse de ce qui est recherché. Ce qui n'est pas du tout prévu, ou en tout cas anticipé dans le discours des banques centrales aujourd'hui. Exactement. Par le marché peut-être, mais ce n'est pas ce qui ressort du discours des banques centrales. Et donc les banquiers centraux sont constamment en train de pousser un petit peu contre le marché, qui lui voit l'histoire se défiler. L'inflation baisse, les choses vont dans la bonne direction. On sent que la prochaine décision majeure, c'est-à-dire pas celle qui concerne 25 points de base, mais celle qui concernerait plusieurs coupes successives ou plusieurs hausses successives, c'est plutôt des coupes en 2024 qui s'annoncent. Donc le marché se dirige vers ça et les banquiers centraux doivent pousser un petit peu contre ce narratif qui va dans la bonne direction. On retrouverait des conditions normales, même si c'est ce qui va se passer. C'est trop tôt pour l'anticiper et donc on doit pousser contre et continuer de dire que non, on n'y est pas. Il faut maintenir des conditions financières difficiles. Donc c'est un exercice de communication et il faut s'attendre à des discours durs des banquiers centraux pour faire changer de narratif au marché, c'est ça ? Ou en tout cas, ne pas trop anticiper le narratif prochain. C'est clair qu'il y a une différence entre la communication qui est assez dure, qui veut maintenir quelque part des conditions financières en territoire restrictif, et les actions qui se sont quand même un petit peu assouplis. On voit bien, Nicolas, vous l'avez mentionné, la Réserve fédérale américaine a arrêté de monter les taux. Bien sûr. Elle laisse quand même entendre qu'il y aura d'autres hausses de taux, mais qui n'ont pas eu lieu pour le moment. Probablement pas beaucoup, donc peut-être une supplémentaire, ce qui ne changera pas vraiment l'histoire. La BCE qui montait les taux de 50 points de base ne les monte plus que de 25. Il y en a peut-être aussi une ou deux, mais enfin, on approche de la fin. Donc l'idée maintenant, c'est de dire, OK, si on maintient les taux à ce niveau-là, il faut surtout que le marché n'intègre pas des coupes, mais comprenne que les conditions restrictives vont rester sur le, en tout cas, moyen terme. Comment on explique que les marchés ne croient pas ce que leur disent les banquiers centraux, effectivement, et que dès que les taux arrêtent de monter, ils anticipent automatiquement une baisse à venir? Mais les marchés sont malins et aguerris. Ils voient les données économiques, ils voient l'environnement et le contexte global, ils voient bien quand même que cette désinflation est bien engagée partout, aux États-Unis, en Europe. Je ferai une petite exception peut-être pour le Royaume-Uni, où c'est un tout petit peu plus compliqué de rebalancer le marché de l'emploi. Mais enfin, le narratif va vraiment dans la bonne direction. La croissance est quand même contenue, les marchés de l'emploi se rééquilibrent, la croissance salariale baisse aux États-Unis, donc ça annonce probablement la même chose pour l'Europe. Et surtout, les indicateurs d'inflation sont vraiment très bons, que ce soit les indicateurs avancés ou la composition des indices d'inflation, ou vraiment même les services commence à contribuer à la désinflation, les marchés intègrent tout ça et ils sentent bien que quelque part, une fois la période restrictive terminée, viendront les coupes de taux, peut-être plus en 2024, mais comme le marché anticipe, il y est déjà. Mais pour autant, on entend quand même de nombreux analystes nous dire que un objectif à 2% reste complexe à atteindre aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement votre scénario, mais quand on sait que c'est dans le mandat des banques centrales, en tout cas de la BCE et de la Fed, cet objectif de 2%, qu'on sait qu'il va être compliqué à atteindre, oui, effectivement, on voit cette désinflation, mais on se dit que la banque, même Christine Lagarde nous le dit, tant qu'on n'est pas à 2%, je continuerai à rester dans un territoire restrictif. Exactement. Rester, mais pas forcément l'intensifier. D'accord. Je crois que ça permet un certain ancrage. C'est un peu de la sémantique. Non, c'est un sujet, oui, bien sûr. C'est de la communication. Ça permet au marché de s'ancrer. Et c'est vrai, revenir à 2% va être long.
Peut-être qu'aux États-Unis, on sera autour de 3% en décembre, donc 2% plus tard. Et évidemment, ce qui se passe en Europe arrive avec un certain décalage par rapport aux États-Unis. Donc évidemment, on n'y est pas. Et c'est beaucoup trop tôt pour anticiper la phase d'après, qui est celle d'une baisse. Mais si on a entre 2 et 3% d'inflation, donc disons qu'on ne revient pas vraiment sous les deux, avec des taux de chômage qui sont quand même assez bas par standard historique, il me semble que c'est un équilibre qui pourrait satisfaire les banques centrales et les amener à revenir à un territoire un peu plus neutre, pas forcément accommodant, mais en tout cas un peu plus neutre, et évidemment que c'est plus bas que les niveaux actuels. Alors justement, comment comprendre ces économies européennes et américaines de chaque côté? Vous nous avez effectivement évoqué ce sujet de décalage peut-être sur l'inflation. Quand on voit des indicateurs économiques qui aux États-Unis tiennent bien, alors même que la Banque centrale a effectivement resserré sa politique monétaire et que l'impact qu'on voit sur l'inflation, on aurait pu le voir également sur la croissance, on aurait pu... il y a encore quelques semaines, quelques mois, on anticipait une récession. Là, on voit une économie qui tient bien. En Europe, on voit quand même des indicateurs qui montrent un recul de l'activité, que ce soit dans le secteur manufacturier ou des services. Est-ce qu'on est sur deux réalités différentes ou est-ce qu'on est là aussi sur des États-Unis en avance de phase par rapport à l'Europe? C'est une très bonne question. Je dirais qu'on est sur deux réalités différentes dans chacune des deux économies. Aux États-Unis, tout ne va pas bien. C'est vrai qu'il y a eu des bons chiffres récemment. Il y en a aussi eu des mauvais. Et surtout, ce qu'on voit finalement, c'est une force négative qui existe autant aux États-Unis qu'en Europe, qui est celle qui vient des taux élevés qui contraint le crédit bancaire. Bien sûr. On a eu les chiffres aujourd'hui en Europe. Il ressemble exactement à la même chose aux États-Unis. Donc cette force négative-là, elle existe autant en Europe qu'aux États-Unis et elle amène quand même une forme de faiblesse dans le secteur manufacturier, les secteurs cycliques, l'investissement et le commerce qui n'est pas très très flamboyant. Alors, avec des surprises parfois sur des ventes de logements neufs qui ressortent meilleures qu'attendues, alors qu'on aurait pu croire qu'il y aurait une conséquence directe du crédit sur les ventes de logements neufs. C'est vrai, et effectivement, ça ne se passe pas tellement par l'augmentation des prêts bancaires. Parce qu'il y a cette force positive qui, là encore une fois, s'oppose à cette force négative. Donc on a effectivement deux choses différentes, mais ça existe aussi en Europe et aux États-Unis. Il y a quand même cet excès d'épargne qui est là et qui permet de compenser un petit peu cette force négative. Donc on a des économies qui ralentissent extrêmement lentement, mais qui sont quand même sous le potentiel. Donc ça entraîne, c'est cohérent avec l'idée de désinflation et de rééquilibrage des marchés de l'emploi, mais c'est quand même très très lent, et ça vient de cette opposition entre les deux forces. Pour l'instant, l'excès d'épargne est toujours là, et il permet finalement de soutenir un petit peu la consommation, les services, parfois l'immobilier, mais la grande question, c'est quelle est de ces deux forces celle qui va dominer. Et mon sentiment, c'est que la force négative va rester pendant un moment, alors que la force positive, elle est en train de se réduire petit à petit, puisqu'on consomme cet excès d'épargne. Donc, on est, nous, plutôt dans le camp, quand même, d'une économie qui continuerait de croître aux États-Unis et en Europe sous le potentiel, voire flirter avec la récession. Des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. Ouais. En Europe, faut-il s'attendre à une récession plus dure qu'aux États-Unis à la vue des chiffres qu'on découvre mois après mois? Alors, pas nécessairement, parce qu'il y a, donc à cette force positive que je mentionnais, qui existe dans les deux côtés, cet excès d'épargne, il y a un petit truc en plus en Europe, qui est quand même l'apaisement de cette crise du pouvoir d'achat liée à l'énergie. Les Américains l'ont moins ressenti, donc l'ont moins subi l'année dernière, alors que les Européens l'ont beaucoup subi. Et donc cet apaisement, il va quand même soutenir un petit peu l'Europe, le consommateur, peut-être pas complètement compenser la force négative, mais ça devrait permettre d'éviter un décalage de croissance trop important avec les États-Unis. Pour bien comprendre, j'entends souvent sur ce plateau que le risque en Europe serait peut-être aussi celui d'une stagflation. Alors vous êtes plus sur effectivement un scénario récessif en Europe. Oui, on a du mal à croire à la stagflation simplement parce que les tendances ne sont pas là. Aujourd'hui, si on fait vraiment ce débat-là, peut-être que dans la définition, on flirte avec la stagflation, la croissance est basse, l'inflation est toujours élevée. Le sujet, c'est l'intensité, effectivement, de... Mon sentiment, c'est où est-ce qu'on va. Et la réalité, c'est que l'inflation est en train de baisser. Elle est en train de baisser quand même assez matériellement des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs. Donc on va plutôt se retrouver dans un environnement, je pense, un peu plus normal en ce qui concerne la croissance, qui est toujours relativement faible, mais une inflation qui me semble beaucoup plus maîtrisée que ce qu'elle a été ces 18 derniers mois. Si on revient effectivement sur le cas particulier du Royaume-Uni, avec vous toujours, Samy Char, on a vu cette Bank of England dont les marchés attendaient une hausse de 25 points de base. Les chiffres de l'inflation ont peut-être un petit peu accéléré cette décision d'augmenter de 50 points de base finalement. Qu'est-ce que ça nous dit, cette décision de la BOE? Est-ce que ça nous dit que les banques centrales peuvent encore nous surprendre les marchés aujourd'hui, ou à l'inverse que le Royaume-Uni est un cas particulier et qu'on ne peut pas généraliser
à l'Europe, même si c'est juste à côté, ou aux États-Unis? Alors, je suis plutôt preneur de la deuxième option, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très particulier au Royaume-Uni, de beaucoup plus laborieux, de beaucoup plus difficile. L'inflation ne va pas rester à ces niveaux-là au Royaume-Uni non plus, mais c'est beaucoup plus difficile de la faire baisser, déjà de par leur commerce et de ce qu'ils importent, qui coûte beaucoup plus cher, l'impossibilité de rééquilibrer le marché de l'emploi avec un marché d'immigration complètement fermé. Bon, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des hauts et des bas dans cette histoire de désinflation. On l'a vu en Australie, par exemple, avec une inflation qui avait surpris à la hausse le mois dernier, poussé la Banque d'Australie à monter les taux, et elle est sortie ce matin bien plus basse qu'attendue. Donc, il y a aussi beaucoup plus de volatilité dans les chiffres, et ça, c'est une réalité un peu post-Covid, parce que les effets de base sont très importants. Donc, il y a quand même quelque chose de spécifique au Royaume-Uni. Mais avec un marché du travail particulièrement tendu. Exactement, difficile à rééquilibrer, une croissance salariale qui n'est pas en train de retomber comme c'est le cas aux États-Unis, où là vraiment on retrouve une croissance salariale qui est cohérente avec une inflation quasi à 3, voire bientôt sous les 3. Donc quelque chose de très spécifique, mais encore une fois des surprises, on en aura, même si la direction générale est bonne. Il y aura des hauts et des bas, des moments où on sera surpris positivement, des moments moins. Donc il faut effectivement rester bien accroché. Bon, 4 banquiers centraux qui s'expriment aujourd'hui. On a évoqué effectivement le cas des États-Unis, le cas de l'Union européenne, le cas du Royaume-Uni. Il y a également la Banque centrale du Japon, enfin en tout cas le gouverneur de la Banque centrale du Japon qui va s'exprimer aujourd'hui. Sur les émergents, effectivement, on peut parler du Japon, mais quand on parle du Japon, il faut peut-être aussi parler de la réouverture chinoise. Quel est votre scénario sur cette réouverture qu'on sent moins dynamique qu'attendue par les Européens, parce que totalement en phase avec ce que les Chinois avaient annoncé pour le coup, mais quand même avec un gouvernement qui dit on va peut-être accélérer quand même un petit peu notre soutien pour s'assurer d'atteindre ces 5% de croissance cette année. Oui, je trouve les jugements très sévères. Quand on regarde tous les indicateurs de croissance et d'activité jusqu'à maintenant, on a, nous, une attente à 5,5 pour cette année en Chine et on n'a aucune raison de revoir ce chiffre. Mais là, encore une fois, il y a des tendances un peu divergentes en Chine. Tout ce qui est domestique, consommateur, finalement fait assez bien et bénéficie de cette réouverture et de l'épargne. Par contre, le monde est dans un ralentissement manufacturier cyclique. Donc évidemment, tout ce qui est production, manufacturier, fait pas très bien. Mais ce n'est pas du fait de la Chine qui déçoit, c'est du fait du contexte global qui n'est pas favorable à la Chine. Et donc du coup, évidemment, les Chinois produisent beaucoup, le consommateur chinois ne peut pas absorber tout ce qui est produit, l'inflation est à 0, voire quasi négative, donc évidemment les autorités monétaires vont devoir faire un peu plus. Elles vont devoir faire plus, c'est oui, votre scénario? Absolument, elles vont devoir faire plus et je pense qu'elles vont cibler potentiellement non seulement les marchés, mais également le consommateur, pas forcément à travers l'immobilier, mais plus à travers la consommation. Quand on regarde vraiment les prêts bancaires aux ménages en Chine, ils se sont complètement effondrés, ils n'ont pas rebondi, donc on sent bien que ça va être un peu la cible de la prochaine accommodation. Le sujet, c'est peut-être l'ampleur du soutien de l'exécutif chinois à son économie. On a vu plusieurs grandes banques revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine, justement parce que effectivement l'anticipation du soutien ne serait pas à la hauteur. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'il faut s'attendre à un soutien modéré ou au contraire un soutien massif du gouvernement chinois à son économie? Absolument, à partir de maintenant, les soutiens monumentaux sont à écarter. La Chine sera de toute façon beaucoup plus vigilante qu'elle ne l'a été en 2008 ou même après. Donc il y a du soutien. C'est quand même la seule zone et la seule économie où les deux politiques, fiscales et monétaires, sont en positionnement d'accommodation. Donc c'est quand même une grande différence relative. Mais effectivement, ils ne feront pas le bazooka comme ils ont pu faire par le passé. Ce sera beaucoup plus modéré pour éviter les excès qu'on a pu voir dans certains pans de l'économie. En revanche, les attentes, je trouve, du consensus étaient très basses. Elles ont beaucoup monté, elles ont été un peu trop hautes et elles sont en train de se rééquilibrer vers 5, 5,5, ce qui me paraît raisonnable. Très rapidement, avant de passer effectivement au marché, à l'analyse du marché, le yen qui signe ce matin un plus bas de 7 mois, quelle est votre analyse sur effectivement ce contexte japonais, cette banque centrale toujours très accommodante? Ça va se passer. Notre sentiment, c'est qu'elle va se mettre en phase avec la réalité économique du pays, qui est une activité économique qui va bien et une inflation qui est quand même élevée. C'est vrai qu'ils ont le temps. Après 20-30 ans d'inflation très très faible, ils sont moins pressés peut-être et moins désireux de voir cette inflation retomber très vigoureusement comme c'est le cas en Europe ou aux États-Unis. Mais aujourd'hui, le contrôle de la courbe des taux au Japon ne fait plus sens. Donc ils vont l'abandonner et on a fait un petit point d'agenda autour de septembre pour une annonce officielle de cet abandon du contrôle de la courbe des taux. Merci beaucoup Samy Chard de nous avoir accompagnés dans la première partie de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste de Lombard Odier. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.